Merci de préférer BB24. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. C'est une solution de financement largement utilisée par les créateurs d'entreprises, le prêt bancaire, une solution de financement pour la réalisation d'un projet. Quelle est son importance pour le développement économique? On en parle. On parlera aussi des panneaux solaires photovoltaïques qui permettent d'avoir une consommation d'électricité éco-responsable, une option pour l'autonomisation énergétique censée réduire les dépenses liées à l'électricité. Et puis on lève le voile sur cette maladie très peu connue qui se transmet par une mouche appelée CC, la maladie du sommeil, cause, conséquences et manifestations à suivre dans un instant. Bienvenue à tous. Outre leurs fonds propres, les opérateurs économiques font souvent recours au crédit pour financer leurs entreprises. Et du fait de la forte demande, les banques ou encore les microfinances s'adaptent au fur et à mesure en proposant des produits correspondant aux besoins de la population. Mais les prêts bancaires ont-ils une incidence sur le développement économique? La réponse avec Alessandra Tchotan. Le crédit bancaire est au cœur du fonctionnement de l'économie. Le crédit est une avance de fonds octroyée par un organisme financier aux personnes physiques ou morales qui ont un projet ou des besoins à financer. Prêt scolaire, crédit à la consommation, à l'investissement, il y en existe de plusieurs sortes selon le besoin auquel il s'adapte. La mise en place du crédit fait intervenir en principal deux acteurs, à savoir la banque et le demandeur. Mais il a une répercussion directe sur le développement économique. On a parlé par exemple tout à l'heure de crédit d'investissement. Lorsque l'entreprise a un nouveau projet, elle achète des équipements, elle essaie de recruter, vous voyez, des employés, elle fait tourner son activité en général. Elle paie les impôts. Du coup, l'État a de quoi financer, par exemple, la construction de routes, des hôpitaux, des écoles, ainsi de suite. Les conditions à l'octroi varient d'un établissement financier à un autre, mais reposent sur des critères communs. Pour qu'un crédit bancaire soit accordé à une entreprise, premièrement, il faut étudier le besoin de l'entreprise, voir si en accordant ce crédit à l'entreprise, est-ce qu'elle est capable de rembourser? Karim Madido, jeune opérateur économique, fait partie de ceux qui ont vu leurs affaires prospérer grâce au crédit. Mon premier crédit, je l'avais fait en 2010, suite à un marché public. Il faut dire, bon, quand si on se met la pression sur soi, on arrive à rembourser les crédits. Une pression qui fait défaut chez plusieurs. En témoignent des cas d'échecs observés dans la société. Les gens prennent le crédit, tout de suite on va s'acheter une maison, on va s'acheter un lopin de terre, mais au bout du rouleau, c'est le gaffe. On tombe du gouffre, la banque vous poursuit, c'est des saisies par-ci, saisies par-là. En réponse à ces craintes, voici les erreurs à ne pas commettre. Allez demander un crédit, c'est parce que vous avez un objectif à atteindre. Vous voulez financer, vous voulez mettre l'argent dans une activité. Cette activité va produire donc des marges bénéficiaires. Et c'est en ça qu'il faut payer les intérêts et toutes les charges qui sont liées au crédit. Non seulement ça, il y a des fonctionnements internes de l'entreprise. Mais si la banque fixe un taux d'intérêt assez élevé, qui va vraiment vous empêcher de répondre aux autres charges, ce n'est plus rentable. Il va falloir que les opérateurs économiques essayent donc de faire ce calcul interne. Ne pas aller prendre des crédits parce qu'on veut de l'argent à chaud. Et en ce qui concerne les aspects à améliorer par les établissements financiers, le taux d'intérêt. Il va falloir aussi que les banques accélèrent le processus. Des fois, les crédits viennent en retard. Et ceci détruit le projet. Et puis, il faut obliger la banque à faire le suivi pour la réussite effective du projet. De telle manière que si le projet échoue, qu'on arrive à chercher pourquoi ça a échoué. Et aussi imputer les responsabilités à chacun. Ce dernier point rejoint la régulation qui est attendue de l'État, qu'il soit plus regardant en ce qui concerne les conditions générales appliquées par les banques.
En pleine expansion depuis quelques années, l'énergie solaire représente aujourd'hui un enjeu majeur pour le développement des énergies renouvelables. Le Bénin l'a compris et a fait l'option des panneaux solaires photovoltaïques. Mais ce choix est-il une alternative crédible au déficit énergétique? Faustin Darito, expert en énergie renouvelable, nous entretient sur le sujet. Nous sommes dans un espace géographique qui bénéficie de grands gisements solaires. Donc, c'est normal que nous puissions profiter de cette technologie où, dès le lever du jour, les panneaux solaires commencent à produire de l'électricité et puis nous allons les injecter sur le réseau électrique national. Vous voyez, donc, on renforce le dispositif qui est là, qui produit, et on n'est plus perturbé par les effacements intempestifs non prévus de nos partenaires sous-régionaux qui aussi ont des contraintes chez eux, parce que quand ils ne peuvent pas, ils ne peuvent pas. Ils ne le coupent pas pour nous faire du mal, c'est parce que la technologie peut tomber, ou bien eux-mêmes ils ont des imprévus conjoncturels qui font qu'ils ne peuvent pas nous donner l'énergie, même s'ils le veulent. Donc, c'est une stratégie vitale et nécessaire que le Bénin puisse renforcer sa capacité nationale de production. Donc la centrale de Élue-Lofin de Paubert est venue à point nommé parce qu'il faut offrir de l'énergie de meilleure qualité à meilleur coût aux citoyens lambda. Et puis, je vous l'ai dit, il y a d'autres projets en cours à travers la coopération du Bénin dans le programme MCA Bénin 2. Et nous avons encore 4 centrales en construction sur Boycon, Parakou, Naïtengdjougou, de le tout faire une capacité au minimum de 50 MW, plus d'autres projets dans le hors réseau qui sont en gestation en ce moment. Et tout ça permet, avec la nouvelle centrale thermique aussi, parce qu'il y aura une centrale thermique numéro 2 aussi, dont le gouvernement a déjà bouclé le financement qui est en cours, nous allons atteindre l'autonomie énergétique et commencer à rêver sur comment exporter l'énergie. Du secteur de l'énergie, on passe maintenant à la santé pour vous parler de cette maladie, la maladie du sommeil, peu connue et qui fait partie des pathologies que l'on retrouve en Afrique subsaharienne, notamment dans les zones rurales. Elle se transmet par une mouche appelée CC et crée un état de sommeil permanent. Les causes, conséquences et manifestations de la maladie dans ce reportage de Charlène Kendiro présenté par Ulvaïus Balo. Communément appelée la maladie du sommeil, la trypanosomiase humaine africaine, comme le paludisme, est une maladie parasitaire. Elle est causée par une mouche dénommée tsetse. Le mode de transmission, c'est la piqûre d'un sujet sain par une mouche, la glossine qu'on appelle la mouche tsetse, qui est infestée. Donc c'est cette glossine qui va transmettre le parasite à un individu sain. Difficile dans l'établissement du diagnostic, ces symptômes sont souvent attribués au paludisme. Les signes ne sont pas très spécifiques. Donc, pourtant, les gens peuvent porter la maladie sans savoir. Il va y avoir des poussées de fièvre, de céphalée, de courbatures, des ganglions enflés, des choses comme ça. Le sujet va peut-être traiter son paludisme comme d'habitude et continuer son chemin. Il y a les troubles de la sensibilité, par exemple. C'est quelqu'un, quand vous allez toucher, il ne va même pas sentir, la sensibilité superficielle. C'est quand la sensibilité profonde est atteinte, lorsque vous mettez du feu, quelque chose, il ne va même pas savoir. Lorsque tu soupçonnes une maladie, une trypanosomose humaine africaine, tu demandes au malade de fermer une porte, de tourner une clé dans la porte. Il ne peut pas le faire parce qu'il va ressentir une douleur à ce niveau-là. Les lésions causées par la piqûre de cette mouche évoluent et peuvent entraîner chez le patient un coma, voire la mort. C'est une maladie, lorsqu'elle n'est pas dépistée, traitée tôt, inévitablement c'est la mort. Mais lorsque le dépistage est précoce, les perspectives de guérison sont bonnes. Mais je dois avouer que ce n'est pas un traitement simple à faire par n'importe qui. C'est un traitement très compliqué, complexe, qui se fait dans une hospitalisation avec des spécialistes pour un suivi correct parce que c'est des médicaments très toxiques. La transmission des trypanosomes est restreinte à des zones rurales précises. Fort heureusement, au Bénin, cette maladie est quasi inexistante. Cette maladie a été endémique au Bénin pendant longtemps.
dans les départements de la Takora et de la Donga. Je pense que depuis le 31 décembre 2021, le Bénin a été déclaré comme un pays ayant éliminé l'ATHA. Donc on peut se dire fort heureusement que cette maladie n'est plus d'actualité au Bénin. Accentuer la surveillance et les efforts sanitaires, voilà les gages de l'élimination de la maladie du sommeil. Blonde, brune, avec ou sans alcool, la bière a la particularité d'être la boisson la plus consommée au monde. Ce 5 août est une journée dédiée à la bière pour rendre hommage aux producteurs mais aussi aux consommateurs. C'est depuis 2008 que 4 Californiens ont eu l'idée de fêter les premiers vendredis du mois d'août, ce breuvage existant depuis l'Antiquité. La bière n'est pas qu'une simple boisson, elle est également utilisée dans les cosmétiques, en cuisine et même dans le ménage. Patrick Adjakodjou. La bière, boisson rafraîchissante, est l'un des abreuvages alcoolisés les plus anciens. Les premières traces de son existence remontent à environ 400 ans avant Jésus-Christ. Des tables d'argile témoignent de la présence d'une boisson fermentée, élaborée à base de grains, le sicaru. Le monde entier prend une pause et célèbre la journée internationale de la bière. Une fête en hommage au groupe d'amis de Santa Cruz en Californie qui ont décidé en 2007 de trinquer avec la bière pour célébrer ses vertus. La bière, la boisson alcoolisée la plus appréciée au monde, est la 3e boisson la plus consommée après l'eau et le thé. Des études récentes prétendent que la production et la consommation de bière ont joué un rôle majeur dans les cérémonies traditionnelles et les fêtes, tout en contribuant au développement de rituels et traditions, et donc plus généralement au développement de la société elle-même. Dans un marché en constante progression, cette boisson est devenue un filon stratégique pour les brasseurs. Mais attention, au-delà de 50 centilitres par jour en moyenne pour les femmes et 75 centilitres pour les hommes, la consommation est considérée excessive selon les spécialistes. Lorsqu'on en abuse, elle peut engendrer des risques majeurs pour la santé, mais peut aussi prévenir certaines affections. Il est ainsi conseillé d'en limiter la consommation. Consommons donc la bière avec modération. Faisons à présent le tour d'horizon de l'actualité à l'international. C'est dans Eco Inter présenté par Charlène Kenjiro. C'est une tendance mondiale qui inquiète les pays africains. Les économies avancées augmentent leur taux d'intérêt dans le but de freiner l'inflation. Conséquence, l'argent est plus cher et les États africains vont devoir payer davantage pour emprunter sur les marchés financiers. Notons qu'en juin dernier, le Nigeria a renoncé à un emprunt international de 950 millions de dollars, soit 612 milliards de francs CFA, pourtant nécessaires pour boucler son budget. Il évoque que les conditions financières n'étaient plus avantageuses et les intérêts réclamés par les banques étaient trop élevés. Le Fonds monétaire international redoute une nouvelle crise de dette, mais prévoit des solutions en passant par les marchés locaux des capitaux. Au Ghana, coup d'envoi d'un programme quinquennal du secteur de l'arboriculture. Un programme qui vise à améliorer les performances de l'Autorité de développement des cultures arboricoles, TDCA, c'était en juillet dernier. D'un coût total de 100 millions de dollars, soit 650 milliards de francs CFA, ce projet est financé par l'exécutif en partenariat avec la Société financière internationale, SFI, et la Suisse. Le programme a ciblé 6 cultures arboricoles prioritaires, à savoir la noix de cajou, la noix de coco, la mangue, la noix de palme, le caoutchouc et la noix de karité. L'initiative permettra de générer environ 12 milliards de dollars, soit environ
742 milliards de francs CFA de recettes en devises pour le Ghana à l'horizon 2032. L'Organisation des pays exportateurs de pétrole ont décidé mercredi 3 août de ralentir le rythme des augmentations de production. Conduits par la Russie, les 23 pays membres ont convenu d'une augmentation de production quasi dérisoire pour le mois de septembre de 100 000 barils par jour. Ce chiffre, découlant de la nouvelle stratégie, est à comparer aux 648 000 barils supplémentaires fixés les mois précédents. Les prix aussitôt remontés ont permis aux pays de l'OPEP de retrouver leur niveau de production pré-pandémie. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.